Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici dans les locaux de Paris, même si mon club de cœur c'est les Girondins de Bordeaux. Je suis quand même très content d'être ici avec vous. Donc je vais vous parler un petit peu de la pubalgie sur son versant anatomique. Qu'est-ce que l'imagerie va rechercher, structure par structure? Donc il y a une conférence de consensus de Doha en 2014 qui a référencé 4 structures impliquées dans les phénomènes de pubalgie, et c'est ce qui va nous servir de plan d'étude aujourd'hui. Donc le premier point, c'est la pathologie de l'orifice inguinal. Deuxième point, c'est la symphyse pubienne. Et le troisième point, c'est les adducteurs. Donc c'est ce qu'on va voir principalement. Je ne parlerai pas de l'iliopsoas, de la pathologie traumatique et des ressauts. On va vraiment se concentrer sur ces 3 entités qui sont peut-être les plus compliquées à étudier en imagerie. Donc, on va voir anomalie inguinale, ostéoarthropathie, adducteur. Donc, on commence par la pubalgie pariétale. La pubalgie pariétale ou hernie du sportif, c'est la cause principale de pubalgie. Il y a une terminologie qui est floue avec plusieurs types d'appellations. En France, on parle de faiblesse pariétale inguinale. Il n'y a pas de véritable hernie et c'est un moment du mur postérieur, donc de la région inguinale. Le diagnostic, il est essentiellement clinique, c'est-à-dire que l'imagerie entre peu dans les critères des conférences de consensus précédemment décrites, avec ces critères que je ne détaillerai pas. Néanmoins, l'imagerie a progressé, ce qui va faire l'objet des quelques minutes qui vont suivre. Donc, pour comprendre l'imagerie, il faut reprendre les bases anatomiques, c'est vraiment fondamental. On va commencer par ce qui est plus simple. Donc, vous avez 3 muscles, les obliques externes, obliques internes, transverses, les muscles droits abdominaux, le cordon spermatique. Donc là, on plante le décor. Et il y a des structures qui sont plus fines qu'on va détailler. Donc le fascia transversalis en arrière, l'aponévrose de l'oblique externe en avant, et cette structure qui est très importante, qui est le tendon conjoint, donc qui est la réunion de l'oblique interne et du transverse, qui va constituer donc la partie supérieure et interne de l'orifice inguinal. Et en bas, vous voyez le ligament inguinal. Voilà, donc après il y a 2 orifices, donc l'orifice superficiel ici qui est en dehors et au-dessus du tubercule pubien, et l'orifice profond qui est ici. Ça, je suis désolé, ça. Voilà. Alors d'un point de vue fonctionnel, quand on a une contraction de l'oblique interne et du transverse, on a un abaissement du tendon conjoint qui va rétrécir l'orifice inguinal et donc prévenir la survenue de hernie. Donc c'est ce tendon conjoint qui est extrêmement important. Et ce que l'imagerie va rechercher, c'est ce que on retrouve lors des différentes études. Donc déhiscence du mur postérieur, dilatation de l'orifice inguinal, atteinte de l'aponévrose de l'oblique externe, atteinte nerveuse, pathologie du tendon conjoint et présence de graisse au niveau prépéritonéal. Donc la physiopathologie résumée, elle peut être la suivante. Tout ce qui concourt à affaiblir les constituants de l'orifice inguinal va concourir à faire une faiblesse pariétale. Donc la faiblesse du mur postérieur en premier lieu, du fascia transversalis, qui peut être dégénérative ou congénitale. La faiblesse des structures adjacentes au mur postérieur, donc les anomalies du tendon conjoint, qui peuvent être agénésiques, avec une insertion haute ou lésée. Les ruptures de l'aponévrose de l'oblique externe, qui expliquent l'origine microtraumatique des pubalgies, la dysfonction avec épaississement du ligament inguinal, Donc l'ensemble de cette dysfonction inguinale
va aboutir à la présence de conflits nerveux, l'apparition de petits névromes, et à une dysfonction abdominale qui peut se répercuter au niveau des adducteurs. Donc jusqu'à présent, l'imagerie, elle était utile dans la pathologie, la hernie du sportif, pour éliminer les diagnostics différentiels, donc les lésions musculaires, les lésions articulaires au niveau coxo-fémoral, les lésions osseuses, les lésions nerveuses ou les lésions génitales ou gynécologiques. Néanmoins, les données ont progressé. En IRM, on peut analyser certaines choses. Donc nous, on fait un protocole classique avec un protocole court avec des séquences obliques en pondération T1 et T2 FATSAT qui permettent de bien analyser la jonction entre le muscle droit abdominal et le long adducteur. On va faire des coupes coronales en pondération T2 FATSAT en large champ pour analyser, pour rechercher des structures, des anomalies osseuses ou articulaires. Et puis on va faire des coupes sagittales T2 sur la symphyse pour bien analyser les rapports entre la symphyse et la capsule articulaire. Alors jusqu'à présent, les performances de l'IRM, elles étaient faibles, c'est-à-dire que l'examen clinique était considéré comme supérieur à l'IRM. Pourquoi? Parce que l'IRM est un examen statique et les manœuvres dynamiques étaient rarement utilisées. Donc les premières publications ont montré qu'on pouvait décrire une insuffisance pariétale quand on avait une position anormale antérieure du cordon spermatique. Depuis, les travaux ont progressé. Donc on peut voir, si on fait une imagerie 3D T1 et T2, la morphologie de l'orifice inguinal, donc le ligament inguinal ici, le tendon conjoint ici et le passage du cordon spermatique. Donc ça implique de faire des coupes 3D, des coupes fines en pondération T1, donc ça demande des protocoles un petit peu particuliers. Et donc ça permet d'analyser également donc, le tendon conjoint et puis cette hauteur entre tendon conjoint et ligament inguinal. Donc on a fait une étude avec l'équipe chirurgicale de Bordeaux. On a analysé les rapports entre le tendon conjoint et les différentes insertions du tendon conjoint. Donc il y a plusieurs types de tendons conjoints. Il y a le type 1, c'est quand on a une insertion musculaire haute. Donc ici on voit les fibres musculaires les fibres musculaires étendineuses s'insérer sur le muscle droit abdominal. On peut distinguer donc le type 1 qui est donc cette insertion musculaire haute sur le muscle droit abdominal. Le type 2 qui est la description classique, donc insertion musculaire haute et expansion aponévrotique. Donc vous voyez qu'en IRM, on visualise ici un tendon conjoint de type 1 où on a une insertion musculaire haute et un tendon conjoint de type 2. Donc ça, on peut les identifier en IRM et on voit qu'ils sont plus significativement associés à une chirurgie alors que le type 3, qui est l'insertion musculaire basse, est moins fréquemment retrouvé chez les patients opérés. Donc voilà, c'était une étude qu'on a faite sur 2 ans. Donc là, on voit ici le grade 3. Vous voyez votre tendon conjoint, le muscle s'insère bas sur le droit abdominal. Du coup, ça rétrécit l'orifice inguinal et donc ça empêche en théorie la survenue de hernie. Voilà, donc c'était un de nos travaux. Donc les coupes axiales, si on continue, donc si on fait des coupes axiales sur l'orifice inguinal, vous voyez qu'ici on voit l'aponévrose de l'oblique externe, on le voit très bien. Ici on voit le fascia transversalis. Ici, donc on a les deux constituants antérieurs et postérieurs de l'orifice inguinal. Et donc en IRM, on va rechercher des anomalies de la graisse, une protrusion de la graisse et des anomalies à type d'épaississement de ces fascias. Donc on le voit ici, si on suit
nos fascias, vous voyez, on a ici une petite convexité du mur antérieur, un épaississement du fascia et une protrusion de graisse. Donc ça, ces images, on peut les visualiser facilement à partir du moment où on fait des séquences dédiées, donc des protocoles 3D T1. Donc T1, c'est pour bien voir la graisse, c'est-à-dire que la graisse apparaît en blanc ici, et on peut bien voir ces petites structures anatomiques. Néanmoins, l'IRM, c'est un examen statique. Donc, il faut coupler, comme l'a très bien dit Jean-Louis, l'analyse en IRM et l'analyse en échographie. L'objectif de l'écho, c'est exclure une hernie inguinale ou fémorale et affirmer, si possible, le diagnostic de hernie du sportif. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'affirmait pas le diagnostic de hernie du sportif à l'écho parce qu'on ne savait pas trop quelles étaient les performances. Alors, je vous rappelle, je sais que ça vous intéresse, comment on fait une échographie au niveau de l'orifice inguinal. Il faut se mettre à hauteur de l'orifice inguinal, à hauteur de l'ostium des artères épigastriques. Donc, les artères épigastriques, vous les voyez à la face profonde du muscle droit abdominal. Ce sont ces petites artères. Donc, on va se mettre à hauteur de l'ostium, à ce niveau. Puis, on va demander au patient de pousser, de faire une manœuvre de Valsalva pour étudier l'orifice inguinal. Donc, on voit ici, si vous faites pousser le patient, on voit la saillie de la graisse prépéritonéale, donc entre le muscle droit abdominal et l'ostium des artères épigastriques. C'est ça qui fait le diagnostic de hernie du sportif. Donc non seulement je vois qu'il n'y a pas de hernie à contenu digestif, mais on voit cette petite saillie de graisse entre l'ostium et le muscle droit abdominal. C'est assez facile à faire à partir du moment où on a les bons repères anatomiques et à partir du moment où on connaît bien l'anatomie. Je vous montre en dynamique. Ici, hop, vous voyez la saillie de graisse prépéritonéale. Donc il faut un petit peu d'entraînement, mais c'est rapidement facile. Donc au début, on ne savait pas trop quelles étaient les performances de l'échographie. Donc il y a une équipe italienne qui a montré que sur une série de patients opérés, 573, la sensibilité de l'échographie, elle était de 95%, la spécificité de 100%. Ces lésions étaient bilatérales dans 30% des cas et associées à des lésions des adducteurs à 25%. Donc c'est une étude qui montre bien la réalité et l'utilité l'efficacité de l'échographie. Voilà, donc je vous rappelle, le diagnostic différentiel principal, ce sont les hernies digestives, notamment chez la population jeune, les hernies inguinales directes, où on va avoir un collet en dedans des vaisseaux épigastriques et surtout une hernie, c'est-à-dire du contenu digestif et du péritoine qui vont faire saillie au niveau de l'orifice inguinal. Donc on passe au deuxième point, l'ostéoarthropathie pubienne. L'ostéoarthropathie pubienne, elle a été longtemps étudiée en imagerie, mais finalement c'est quelque chose qu'on a tendance à moins tenir compte. Donc elle est d'origine microtraumatique et le rôle de l'imageur, c'est rechercher des lésions inflammatoires, c'est-à-dire un œdème de la moelle osseuse, c'est-à-dire un hypersignal en pondération T2, de part et d'autre des berges articulaires, un œdème qui doit être symétrique et donc bilatéral. À terme, l'ostéoarthropathie pubienne, ça donne ça, c'est des lésions érosives, ostéophytiques et de l'arthrose. Néanmoins, c'est quelque chose qui nous intéresse un tout petit peu moins. Maintenant, troisième point, les adducteurs. Donc les adducteurs, on va rappeler un petit peu l'anatomie des adducteurs et se focaliser sur ce qui nous intéresse, à savoir le long adducteur. Donc le long adducteur, les adducteurs, ça fait partie d'un groupe qui est en continuité. Donc il y a une continuité parfaite entre les muscles droits abdominaux, les muscles adducteurs et le gracile. Les adducteurs, c'est 6 muscles. Je vous rappelle, le long adducteur, c'est le plus superficiel, vient ensuite le court adducteur, le grand adducteur en profondeur.
ici le gracile, et en proximal et médial, le pectiné. En fait, le long adducteur, c'est le seul muscle à avoir un véritable tendon. Ici, c'est une dissection, vous avez le long adducteur qui est en continuité avec le muscle. En superficie, si on reprend ces images de dissection, vous voyez que le long adducteur, la partie la plus superficielle, elle est en continuité avec l'aponévrose de l'oblique externe. Et donc, il y a un croisement entre le long adducteur ici gauche et l'aponévrose de l'oblique externe droite, et vice-versa. Et ceci explique anatomiquement pourquoi on a une insuffisance pariétale, va produire une atteinte de l'adducteur, va favoriser une atteinte de l'adducteur, puisqu'il y a une véritable continuité des fibres les plus superficielles. De même, quand vous regardez cette dissection du même auteur, c'est une équipe asiatique, vous voyez qu'en profondeur du tendon du long adducteur, en fait, les fibres, elles viennent s'insérer, non pas sur l'os, mais sur la capsule de la symphyse pubienne. C'est-à-dire que ça explique qu'il y a une continuité entre l'atteinte tendineuse et l'atteinte capsulaire. Et ça va expliquer, c'est important à comprendre, parce que ça va expliquer les signes à l'imagerie. De même, si on prend cette coupe sagittale, vous voyez qu'il y a une continuité entre le muscle droit abdominal et le tendon du long adducteur. Il y a une continuité parce qu'on appelait au début qu'on considérait comme une aponévrose, mais c'est un petit peu plus complexe, on va le voir. Mais votre adducteur dans le plan sagittal, il est en continuité avec les structures abdominales et c'est ce qui explique la symptomatologie et certaines données en imagerie qui sont importantes à comprendre. De même, quand vous regardez en arrière, vous voyez que le court adducteur et le grand adducteur, ils n'ont pas de véritable tendon, mais plutôt une insertion musculaire directement sur le périoste. Alors, il y a l'équipe de Londres qui a montré que l'insertion était un petit peu plus complexe. En fait, il y a, oui, l'adducteur, le droit abdominal, mais cette étude montre qu'il y a le muscle pyramidal qui joue son importance puisqu'il vient s'insérer sur le ligament pubien supérieur. Et donc, l'anatomie est un petit peu plus complexe. Donc, l'utilité en pratique reste à démontrer, mais je vous l'ai dit. Le gracile, c'est un muscle dont on a moins parlé. Le gracile, il s'insère sur le court adducteur via une fine membrane aponévrotique. Donc c'est pas il n'a pas de véritable tendon, mais plutôt une aponévrose qui s'insère directement sur le corps musculaire. En fait, ce qu'on a appris, moi ce que j'avais appris, qu'il y avait un seul tendon, en fait c'est un petit peu faux. La fusion du gracile et du long adducteur, selon l'étude de Davis, elle n'est que dans 10% des cas. Donc au total, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez au niveau des adducteurs des insertions essentiellement musculaires, et c'est le long adducteur qui est antérieur qui est vraiment le plus important à considérer. Alors quand on fait une chirurgie, ça ce sont des images de Gilles Reboul. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des tendons qui sont remaniés, qui sont le siège d'une hypervascularisation, qui sont le siège de fissures, de calcification, de fibrose. En anapathe, on avait fait des études, il n'y a pas de cellules inflammatoires, c'est une tendinopathie mécanique, par traction, avec une métaplasie cartilagineuse et une ossification. Et ça, c'est important à comprendre parce que ça explique les aspects en imagerie. Donc en IRM, on va rechercher ce qu'on appelle, un œdème médulaire et la seconde fente. Donc l'œdème intratendineux, mais finalement il est rare. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de cellules inflammatoires, donc le tendon il est rarement en franc hypersignal T2 comme ceci. On injecte très rarement les tendons adducteurs, quasiment jamais. Des fois il peut y avoir des prises de contraste, mais c'est quand même très rare. Et ce qui compte, c'est ça, c'est de retenir que le but de l'IRM, c'est pour rechercher ce qu'on appelle la seconde fente. La seconde fente, c'est quoi? C'est la fissuration du fibrocartilage à la jonction capsule-tendon. Donc, on appelle ça seconde fente. Pourquoi? Parce qu'elle continue, elle poursuit la fente physiologique primaire qu'on voit ici. Donc, il y a la symphyse pubienne.
on a une opacification ici en symphysographie. Et cette opacification, elle se poursuit ici par ce qu'on appelle une seconde fente. Donc cette lésion, elle est visible. Donc là, c'est l'aspect normal en IRM, la symphyse. Vous voyez qu'ici, là, on a une image d'addition en hypersignal T2. Cette seconde fente, elle a été décrite comme étant très spécifique. Alors les choses ont un petit peu évolué, mais elle est très spécifique de pubalgie, moins fréquente chez le témoin asymptomatique, je dirais non athlète et non footballeur, et fréquente dans les groupes pubalgie. L'œdème médulaire, c'est un signe indirect d'anthésopathie, c'est ce qu'on va voir ici. Donc c'est la réaction osseuse inflammatoire qui apparaît en hypersignal T2, adjacente au tendon long adducteur. Donc ça, c'est un signe indirect d'anthésopathie. Alors, je citerai cette étude quand on étudie un petit peu les performances de l'IRM. Il y a une bonne concordance inter- et intra-observateur pour ce qu'on appelle l'œdème médulaire ici, et une mauvaise concordance inter- et intra-observateur pour la description de la tendinopathie, c'est-à-dire les anomalies de signal intratendineuse, et par contre une bonne concordance pour la seconde fente. Alors, en écho, on peut étudier cette tendinopathie. Comment on fait? Donc on commence par mettre le sujet en discrète abduction, rotation externe. On va rechercher le muscle le plus superficiel, donc qui est le muscle long adducteur ici, qui a une aponévrose un petit peu en accent circonflexe superficiel plutôt horizontal. Donc on repère le long adducteur qui fait un petit relief à la face médiale de la cuisse. En dessous, on a le court adducteur, le gracile. Donc on remonte en coupe axiale. Vous voyez que le gracile, il va devenir aponévrotique, comme je vous le disais. Il n'a pas de véritable tendon, mais plutôt une aponévrose qui vient se coller au muscle court adducteur. Donc on remonte petit à petit. On fait la technique de l'ascenseur. Voilà le gracile. Et après, on se met en longitudinal. Donc en longitudinal, on retrouve la partie tendineuse du long adducteur, le long adducteur qui s'insère donc sur le pubis, le corps musculaire, les fibres musculaires du long adducteur en profondeur, puis le court adducteur qui s'insère sur le pubis sans tendon. Vous voyez, il y a une excellente résolution spatiale de l'échographie. En coupe axiale, il faut faire attention puisqu'on a tout le temps de l'anisotropie. Pourquoi on a de l'anisotropie? Parce que je vous ai montré qu'il y avait un croisement des fibres, qu'elles soient superficielles ou profondes. Et donc, ça explique qu'il y ait toujours une obliquité et donc que le tendon il soit toujours un petit peu hypoéchogène de façon naturelle. Donc, il faut faire attention quand on décrit ces tendinopathies puisqu'il y a énormément de phénomènes adaptatifs. Je vous ai dit qu'il y avait des calcifications dans les tendinopathies. Comme il y a beaucoup de phénomènes de traction chez le sportif, ces calcifications, elles sont fréquentes. On ne peut pas en tirer grand-chose. Ce ne sont pas des calcifications d'apatite, ce sont des calcifications de traction, de remaniement, mais qu'on ne peut pas caractériser comme pathologiques. Également, la corticale, vous voyez ici, elle est très très irrégulière. En fait, l'irrégularité corticale, on ne peut pas non plus en faire un signe pathologique. Pourquoi? Parce que le noyau d'ossification pubien qu'on voit ici chez ce jeune, il fusionne jusqu'à 26 ans. Et en fait, on a de véritables irrégularités corticales physiologiques qu'il ne faut pas considérer comme pathologiques. Ce qui compte, c'est rechercher cette fissure, donc cette image de fissure soit interstitielle, soit le plus souvent profonde, qui correspond en fait à des images de deuxième fente et qui sont visibles là sous la forme d'images linéaires anéchogènes et qui traduisent vraiment la fissuration tendineuse. Le diagnostic différentiel pour les adducteurs, ce sont les lésions musculaires, donc du corps musculaire, donc qui sont fréquentes. Elles vont être situées de part et d'autre de l'aponévrose ou plus souvent périphériques. Elles sont très fréquentes en cas de douleur inguinale aiguë, c'est l'atteinte la plus fréquente devant le psoas, devant le droit fémoral. L'échographie est parfois négative dans 25% des cas, donc il faut faire vraiment attention aux lésions subtiles. Le diagnostic différentiel, c'est la désinsertion tendineuse. Vous voyez ici, on a une collection liquidienne
en lieu et place du tendon long adducteur et donc une rétraction du long adducteur sur cet IRM et sur cet écho. Voilà, donc conclusion, message à retenir. Que cherche-t-on en imagerie? On va chercher des signes de faiblesse pariétale inguinale, une tendinopathie du long adducteur. Quels examens? Il y a, comme l'a dit très bien Jean-Louis, on fait un couple échographie-IRM. Je rajouterai la radio standard qui est indispensable pour étudier la statique du bassin de face et puis éliminer un diagnostic évident tel qu'une tumeur ou une fracture de stress. Donc l'échographie, elle exclut déjà le diagnostic de hernie digestive. Et puis on voit que les progrès font qu'elle permet le diagnostic de hernie du sportif en montrant le bombement de la paroi postérieure et la protrusion de graisse prépéritonéale. Enfin, l'échographie recherche une fissuration du long adducteur. Donc l'échographie, c'est finalement un examen simple. En quelques minutes, on fait une coupe sur chaque orifice inguinal, une coupe sur le tendon adducteur. Et je dirais qu'en 5 minutes, on a un bilan quand même assez intéressant pour l'exploration de la pubalgie. L'IRM, c'est l'examen de choix. Pourquoi? Parce que ça permet d'éliminer les lésions osseuses, les lésions articulaires. Et puis petit à petit, on commence à voir des signes qui expliquent les anomalies de l'orifice inguinal, les anomalies du tendon conjoint, les anomalies des fascias. Donc ce couple écho-IRM en complément de la radio est vraiment indispensable et ne doit pas être dissocié. Voilà, je vous remercie.